Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et cette semaine, émission spéciale présidentielle en France avec Marine Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre. Une présidentielle qui s'apparente plus à un référendum pour ou contre l'Europe. Alors pour en débattre sur ce plateau, Philippe Juvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé français du groupe PPE, les Républicains en France. Pour cette présidentielle, vous avez soutenu la candidature de François Fillon. Merci d'être venu. Face à vous, Marie-Christine Vergiat, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française de la gauche unitaire européenne. En France, vous avez été élu sous les couleurs du Front de gauche. Vous avez soutenu pour cette présidentielle Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être venu. Enfin, Marc Tarabella, vous êtes eurodéputé socialiste belge. Mais pour cette présidentielle, vous aviez aussi votre candidat, c'était Benoît Hamon. Alors d'abord, avant de voir notre premier sujet, une réaction. Tous vos candidats ont été éliminés. Vous avez été surpris? Philippe Juvin. Relax. Surpris, je ne sais pas, déçu évidemment. Le vrai sujet, c'est qu'il y a 4 candidats qui ont fait aux alentours de 20-25%. Et donc l'élection, c'est avant tout une très grande fracture de la France. Donc 2 sont sélectionnés parce que c'est le mode de scrutin. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, y compris le favori qui est Emmanuel Macron, ne recueille pas un attachement formidable. Les gens vont voter par défaut à cette élection. Marie-Christine Vergiat, vous aviez soutenu Jean-Luc Mélenchon. Oui, vous allez mettre un bulletin Macron dans l'urne dimanche prochain? Oui, tout à fait, mais ça mériterait quelques explications parce que je comprends beaucoup la colère d'un certain nombre de gens. Je ne suis pas tout à fait dans la même situation que mes deux collègues, puisque Jean-Luc Mélenchon a considérablement augmenté son score par rapport à la dernière présidentielle. Et ce n'est pas un parti classique, un parti de gouvernement, comme on dit, un parti gestionnaire. Il est représentant d'un mouvement, la France Insoumise, et il a séduit de très nombreux électeurs. Alors c'est vrai que la France est partagée, mais la leçon de ce scrutin, la première leçon de ce scrutin pour moi, c'est que les partis classiques ont été éliminés de la Constitution et ça pose un problème en termes de démocratie. Et ça pose un problème en termes de démocratie, notamment par rapport à la question européenne, mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Marc Tarabella, si vous étiez français, vous votez pour qui? Sans hésitation, dimanche prochain, je voterai pour M. Macron, évidemment, parce qu'il représente aussi les valeurs démocratiques face à un risque, je dirais, de dérive au niveau de la démocratie que représente Marine Le Pen. Clairement, j'étais aussi déçu par le score de Benoît Hamon, qui n'a pourtant pas démérité, qui a été un candidat qui a clairement ancré le Parti socialiste sur des valeurs de gauche, sur un vrai programme de gauche. Et bon, il est victime aussi du vote utile, qui fait que dans les dernières encablures, à un moment, ses partisans, certains ont rejoint, au niveau du Parti socialiste, ont rejoint M. Macron, peut-être prématurément, et d'autres ont voté utile, et qui se sentaient à gauche, mais qui voulaient espérer avoir un candidat de gauche au deuxième tour, et ont voté Mélenchon. Et donc, il a été victime un peu de ce système à 2 tours, qui a ses mérites, mais qui a aussi ses faiblesses. Alors, samedi dernier, c'était le dernier sommet européen de François Hollande à Bruxelles, samedi dernier, pour son dernier sommet européen. François Hollande a fait le bilan de son action et mise en garde contre la montée des populismes. On regarde et on réagit juste après. C'est son dernier sommet européen. La démarche est solennelle. On prend le temps de saluer ses homologues. C'est l'heure du bilan aussi. Ici, en 5 ans, François Hollande aura dû gérer des crises. Crise financière, crise grecque, crise des migrants, le Brexit. Justement, ce jour-là, les 27 ont adopté à l'unanimité leur stratégie vis-à-vis du Brexit. Les réelles négociations commenceront après le 8 juin et s'annoncent difficiles. Alors, quand la présidentielle française prend des allures de référendum pour ou contre l'Europe, François Hollande en profite pour se livrer à un plaidoyer pro-Union. Et le choix qui est posé pour le dimanche 7 mai, c'est de savoir si les Français, non pas simplement globalement, mais individuellement, ont à craindre d'une sortie de l'Union européenne. Ils ont tout à gagner à rester dans l'Union européenne. De ce point de vue, c'est vrai que l'élection du 7 mai, c'est un choix européen. L'occasion aussi d'avertir sur le saut dans l'inconnu que constituerait l'élection de Marine Le Pen à la tête de l'État et de mettre en garde sur les populistes. En même temps qu'il continue de le penser, continue de le prévoir, continue de le préparer,
ce projet dangereux de sortie de la France de la zone euro et de l'Union européenne, il le camoufle, il le cache, il le gomme, parce qu'ils savent bien que les Français ne veulent pas que leur pays sorte de l'Union. Et il faut surtout éviter, écarter un risque majeur, qui serait la présence de l'extrême droite à la présidence de la République. François Hollande quitte le Conseil européen avec le sentiment du travail accompli, même si son action a souvent été critiquée pour son manque d'ambition européenne. Le 22 juin, pour le prochain Conseil européen, ce ne sera pas lui, mais son successeur qui représentera la France au sommet de Bruxelles. Alors, question toute simple, quel bilan vous faites de ce quinquennat Hollande au niveau européen, Philippe Juvin? Non, mais c'est quand même une vaste rigolade, pardon. Ça serait une rigolade si ce n'était pas la France et l'Europe en jeu. Le président de la République, François Hollande, est incapable de se représenter tellement son bilan est catastrophique. Un chômage de masse alors que nos voisins vont mieux, une croissance dont on ne parle pas, des délocalisations à tout va, un sentiment pro-européen qui est en berne en France et finalement une montée des extrêmes. Et il dit « Ah, j'ai le sentiment d'avoir bien travaillé ». Écoutez, qu'est-ce que ça serait s'il avait le sentiment d'avoir mal travaillé? Il n'est pas capable de se représenter parce que son bilan est mauvais, y compris en termes européens. On voit bien qu'il y a un effacement total de la France. Donc, il se désespère de la montée des extrêmes et des populismes. C'est le mot qu'il utilise, je crois. Mais il est un des responsables de la montée de ce populisme devant un échec flagrant interne et externe. Parce qu'en réalité, les échecs internes sont aussi des échecs européens dans un monde très lié. Marc Tarabella, un bilan si négatif de François Hollande au niveau européen? Je n'ai pas la même analyse que Philippe Juvin, ça ne surprendra pas. François Hollande est un homme honnête. Il a mis l'intérêt de son pays et voire de sa famille politique au-dessus de son intérêt personnel. François Fillon aurait peut-être dû faire autant et la famille de droite républicaine serait peut-être dans une autre posture qu'aujourd'hui, dans une autre situation. Clairement, il a bien vu que se présentant à la présidence de la République, il aurait été battu parce que les sondages n'étaient pas favorables. Je pense que son bilan ne sera pas si négatif a posteriori que ce qu'on veut bien dire aujourd'hui. Au niveau européen, on attendait plus d'audace. Très clairement. Le fils spirituel de Jacques Delors. Moi, j'ai soutenu. Donne-moi une réussite européenne de François Hollande. Une réussite européenne, il est clair que c'est de ce point de vue-là qu'il m'a le plus déçu. Je le dis aussi. D'un point de vue européen, j'attendais un contre-pouvoir de gauche face à Mme Merkel et à la toute-puissance de la famille Parti populaire européen qui, aujourd'hui, est pour le dumping social en Europe, encourage les délocalisations. Je m'excuse, mais quand on veut voter pour des lois plus régulatrices au niveau européen, moi je me trouve très seul avec Mme Vergiat, le Front de gauche, les écologistes, contre la famille de M. Juvin, contre les gens, les conservateurs et réformistes, la droite, non, mais on parle de qui ne veut pas réguler, ne veut pas lutter contre le dumping social, ne veut pas une harmonisation fiscale sur le droit des sociétés en Europe. Ils ne le veulent pas. Et donc aujourd'hui, c'est facile de se lamenter d'un bilan qui est mitigé, certes, et qui au niveau européen, effectivement, est décevant, parce qu'il n'y a pas eu de contre-pouvoir par rapport à la droite européenne que symbolise Mme Merkel, toute puissante. Donc pas une seule réussite. Marie-Christine Vergiat, sur François Hollande, son bilan, il ne va pas marquer l'histoire européenne, apparemment. Je pense qu'il est lourdement responsable de la situation actuelle, François Hollande. Il est lourdement responsable de cette situation parce qu'il avait fait des promesses en matière européenne, notamment la renégociation du pacte budgétaire. Et immédiatement élu, il a fait exactement le contraire. Il est venu à Bruxelles et il s'est tu, contrairement à ce qu'il a essayé de raconter. Donc il a une lourde responsabilité. Il a une lourde responsabilité sur la désespérance d'un certain nombre de gens et sur le fait qu'un certain nombre de gens considèrent aujourd'hui que droite et gauche, finalement, c'est tout pareil. Et malheureusement, un des problèmes qui nous est posé dimanche, c'est d'avoir comme alternative à l'extrême droite, M. Juvin, à l'extrême droite, c'est M. Macron qui est dans la droite ligne, la continuité des politiques de François Hollande. Donc moi je dis à mes amis politiques, à ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, il faut choisir entre la peste et le choléra. Et je sais que ça provoque des réactions. Je sais qu'ils sont furieux, je comprends leur colère. Donc vous choisissez le choléra, Emmanuel Macron, c'est ça? Je comprends bien. Je choisis le choléra parce que je pense que par rapport au choléra, il y a un vaccin.
Je pense que par rapport au choléra, il peut y avoir des mobilisations et il y a aussi les élections législatives qui arrivent parce que nous savons que M. Macron continuera les mêmes politiques. Donc le second tour, on élimine et après, on adhère. Et après, on se bat. On se bat. Alors, quel programme? Les programmes sur l'Europe pour les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, preuve que l'Europe est un enjeu majeur de cette élection présidentielle. On a vu l'affrontement Emmanuel Macron, Marine Le Pen à Amiens sur le site de Whirlpool, qui doit être délocalisé. Et Emmanuel Macron s'est fait interpeller sur les salaires en Pologne, puisque c'est en Pologne que l'usine doit être délocalisée. Le point avec Rabika. Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur le même terrain, tous les deux en visite chez Whirlpool à Amiens. Le fabricant américain va délocaliser sa production en Pologne. 600 emplois sont menacés. Je n'ai pas promis que j'allais nationaliser Whirlpool, que j'allais interdire leur licenciement, parce que ça n'est pas vrai. Mais je leur ai dit, je vous garantirai des conditions dignes. Je me battrai pour la reprise du site. Le programme d'Emmanuel Macron ne comporte pas de mesures spécifiques sur les délocalisations. En revanche, Marine Le Pen entend taxer à hauteur de 35% les produits des entreprises délocalisées. Derrière ce conflit, deux visions de l'Europe aux antipodes s'affrontent. Avec la défiance croissante vis-à-vis de l'Europe depuis le référendum de 2005, Marine Le Pen l'a mis au centre des débats. Elle prône ainsi une sortie de l'Union européenne et le retour au franc. Emmanuel Macron entend lui renforcer la gouvernance au sein de la zone euro en lui donnant un budget, un parlement et un ministre de l'économie. Le fondateur d'En Marche se veut le candidat de l'Europe. Dans ses meetings, on brandit fièrement le drapeau européen. Ce même drapeau que Marine Le Pen a demandé de retirer lors d'un passage sur un plateau de télévision. Pour le FN, l'Europe est la cause du chômage ou encore des problèmes de sécurité. Marine Le Pen veut fermer les frontières pour, selon elle, empêcher les terroristes de frapper sur le territoire national. Elle entend donc revoir les accords de Schengen pour en finir avec la libre circulation des biens et des personnes. Nos détracteurs nous disent qu'en voulant retrouver nos frontières, nous allons nous replier, enfermer le pays sur lui-même. Mais quelle faribole, c'est n'importe quoi. Comme pour votre maison, une porte ne vous enferme pas à l'intérieur. Elle s'ouvre si vous le voulez, pour entrer ou sortir. Elle s'ouvre si vous le voulez, pour faire entrer vos invités ou leur permettre de sortir après les avoir reçus. Marine Le Pen a toujours pour objectif la sortie de l'Union européenne et le retour au franc. Même si depuis son alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, elle affirme ne plus en faire un préalable. Emmanuel Macron fustige ce programme qu'il qualifie de mensonger. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui sortir de l'Europe et de l'euro? Je le dis non seulement à vous, aux salariés qui doutent, à ceux qui ont peur. Scandons-la, défendons-la. Surtout, il espère lutter contre la montée des discours anti-Europe et propose la tenue de conférences citoyennes pour proposer un nouveau projet européen. L'Europe a les yeux rivés sur le résultat de cette élection. L'un des candidats inquiète les capitales européennes et les marchés, alors que l'autre rassure nos voisins européens. Alors, question toute simple, que répondent aux salariés de Whirlpool à Amiens? Le SMIC polonais, c'est 3 fois moins que le SMIC français. C'est vrai que c'est dur de résister. Oui. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Clairement, nous disons que l'Europe souffre de ces différences trop importantes. Et aujourd'hui, faut-il essayer de les diminuer? On n'égalera pas. Évidemment, si vous proposez d'égaliser tous les salaires en Europe, le grand patronat souhaitera qu'on travaille au niveau de la Roumanie, du salarial de la Roumanie, qui est 12 fois moins important que le salaire en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, là où il est le plus élevé. Donc clairement, ce à quoi il faut être attentif, c'est d'éviter de tomber dans le piège que tend Marine Le Pen. Elle est habile, elle a une grande qualité, elle est habile et rusée. Parce que faire ce qu'elle dit, ce serait catastrophique pour la France. Parce que ce serait une fermeture, on vide nos exportations également. Et donc clairement, ce qu'il faut évidemment, c'est revoir la directive sur le détachement des travailleurs, qui est sur la table du Parlement aujourd'hui. Ici, oui. De faire en sorte que quand un travailleur, notamment par rapport au secteur notamment de la construction, qui est le plus impacté, comme celui du nettoyage, comme celui même des soins maintenant aux personnes, c'est de faire en sorte que le salaire qui est payé à la personne qui travaille à un endroit, les lois sociales y afférentes et l'impôt soient également payés au tarif du pays dans lequel la prestation se fait. Ce n'est pas gagné ici, parce qu'effectivement, on se heurte à un groupe de droite, généralement,
qui n'aime pas cette règle et qui pense que le marché intérieur, c'est une compétition et qui veut faire pression sur une moindre protection sociale. C'est fondamental. 2, nous avions proposé il y a quelques années au sein de mon groupe de faire en sorte que quand une entreprise veut délocaliser au sein de l'Union européenne, si elle a reçu des aides pour s'installer ou des avantages fiscaux, elles doivent les rembourser. Là encore, dans la commission économique, qui s'y oppose? Toute la droite européenne. Donc il faut savoir qu'à un moment donné, il y a des combats que l'on mène ici pour que l'Europe soit plus comestible, plus protectrice des citoyens, et qu'il y a une majorité, malheureusement, encore aujourd'hui, qui n'entend pas ce type d'argument. Philippe Juvin, c'est la droite qui bloque l'Europe sociale, l'Europe plus comestible? Je veux bien qu'on soit responsable de tout, mais dans ce débat du second tour, au fond, vous avez abordé dans votre reportage l'essentiel. Pourquoi quelqu'un, membre des Républicains comme moi, homme de droite, je vais finalement voter Macron? Je vais voter Macron parce que... C'est vrai que je ne vous ai pas posé la question. Le choix de Marine Le Pen est un choix qui va créer le chaos. La sortie de l'Union, la sortie de l'euro, la remise en cause d'équilibre, tout ça fait que l'économie française sera la première à souffrir de cet isolationnisme. Alors elle vous explique avec son affaire de la porte qu'on ouvre, qu'on ferme, enfin, pardon, mais aujourd'hui les sociétés françaises vendent dans l'Union européenne, c'est le premier marché des PME françaises. Les PME européennes nous vendent aussi des matériaux qui nous permettent nous-mêmes de fabriquer et de revendre. Et donc, fermer les frontières françaises, c'est en réalité appauvrir complètement l'économie française. Et donc, moi, je suis macroniste d'une manière très ponctuelle dimanche prochain. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas faire autrement. Est-ce que vous bloquez, est-ce que la droite bloque, ici au Parlement européen, une réforme de la directive travailleurs détachés? Mais bien sûr que non. Au contraire, nous pensons que la directive doit être revue très profondément. Pourquoi ? Parce qu'il ne doit pas y avoir de dumping social ni salarial entre les États. Or, aujourd'hui, il y a un dumping social et salarial. Une fois qu'on a dit ça... Est-ce que ce n'est pas une faute de l'Europe alors d'avoir trop élargi à l'Est Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que c'est comment on y arrive. Effectivement, Marc Tarabella a rappelé que les écarts de salaire sont tels dans les États que dire il n'y a qu'à homogénéiser tout ça, eh bien, ce n'est pas possible aujourd'hui. Comme ça, ce n'est pas possible. Donc, ce que nous proposons simplement, c'est d'y arriver progressivement. Et d'un côté, vous avez Marine Le Pen qui est en train de dire soit on le fait immédiatement, soit on sort. On ne peut pas le faire immédiatement. Et vous avez Macron qui, justement, dans ces affaires-là, ne prend pas position. Et c'est un des éléments qui nous gêne considérablement avec Macron, c'est qu'aujourd'hui, on est à 4 jours de l'élection, on ne sait pas ce qu'il pense sur tous ces sujets. Il n'en a pas parlé, c'est quand même ahurissant. Marie-Christine Vergiat, ces délocalisations, ça aussi qui fait mal à l'Europe aujourd'hui. Bien sûr que c'est ça qui fait mal, parce que l'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui, c'est du dumping social organisé. Et on ferme les yeux sur les petits jeux de la Pologne, et du groupe de Visegrad en particulier. On va délocaliser Virpol en Pologne. Et qui on va embaucher dans ces entreprises en Pologne? Des salariés polonais? Non, des salariés ukrainiens. Il y a 1 500 000 Ukrainiens qui sont arrivés sur le territoire polonais en ce moment. Parce qu'eux, ils seront encore moins payés que les salariés polonais. Et les salariés polonais, pendant ce temps, ils viennent faire du dumping social sur l'Europe de l'Ouest. C'est ça l'échec de l'élargissement. Un nivellement par le bas? Exactement, l'échec de l'élargissement, c'est celui-là. Quand la Grèce, l'Espagne et le Portugal sont rentrés dans l'Union européenne, on a fait des politiques de convergence économique et sociale. C'est d'ailleurs intéressant de se rendre compte que la fameuse directive travailleurs détachés, elle a été adoptée à ce moment-là pour éviter la concurrence entre les... Et aujourd'hui, on ferme les yeux sur ces réalités-là. Et on met en concurrence non seulement les salariés européens entre eux, mais les salariés européens et des salariés de l'Union européenne et ceux des pays voisins. Et Madame Le Pen ose nous dire il faut ouvrir ou fermer la porte. Elle la ferme systématiquement. Quand est-ce qu'elle a dénoncé ce qui se passait avec les Ukrainiens, elle qui est soi-disant contre l'immigration à tout va? C'est une immigration économique qui est actuellement conduite. 1 500 000 Ukrainiens qui rentrent chaque année avec des visas de travail, pour l'essentiel en Pologne. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. On ne parle que de ceux qui meurent en Méditerranée. On instrumentalise cette question. Alors moi, je suis pour qu'on discute de toutes les questions, qu'on mette la vérité des chiffres et qu'on arrête de traiter cette question en faisant appel aux peurs. Et pro-européens, BA, comme anti-européens primaires, comme
anti-européen primaire. Je ne fais pas peur. Je demande qu'il soit traité de la même façon. Moi, je demande qu'on ouvre... Vous n'êtes pas très loin de Mme Le Pen quand vous dites ça, pardon. Excusez-moi, arrêtez vos caricatures, Monsieur Juvin, s'il vous plaît. Je vous respecte, je respecte le débat, donc arrêtez de me 500 000 caricaturer. personnes à la frontière de la Pologne, c'est dangereux. Je n'ai jamais dit ça. Pardon. Je n'ai pas dit que c'était dangereux. C'est vous qui mettez ces mots-là. Ce ne sont pas ces mots-là. C'est un constat. C'est une réalité. On instrumentalise les migrations économiques. Mais on dit il faut arrêter les migrations économiques. Il ne faut pas ouvrir les voies légales pour les migrants et les réfugiés. Moi, je dis exactement le contraire. Il faut que l'on cesse de laisser les gens mourir en Méditerranée comme c'est le cas actuellement. Marc Tarabella, vous vouliez intervenir. Ça, madame. Oui, parce qu'au niveau européen, quand on dit la droite, la gauche, je ne veux pas être caricatural non plus. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Philippe Juvin sur la directive marché public et concessions. C'est quelqu'un avec qui on peut parler. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour les gaullistes français parce qu'ils ont le sens de l'État et de l'autorité publique. Moi, j'en appelle, si M. Macron gagne, comme on peut l'espérer ici autour de la table, c'est qu'à un moment donné, il y a un ressaisissement au niveau européen et qu'il puisse y contribuer, lui, avec peut-être Martin Schulz en face de lui en Allemagne. On ne sait pas. Et si c'est Mme Merkel, il faudra taper du poing sur la table et faire en sorte que l'Europe devienne plus supportable pour tout le monde et faire en sorte que on essaye de limiter ces inégalités et qu'on fasse en sorte du marché intérieur qui nous a apporté beaucoup de bienfaits, mais aujourd'hui il est dérégulé, notamment sur le plan du travail, c'est qu'on puisse apporter les régulations nécessaires et qu'à un moment donné, qu'on soit de gauche, socialiste ou pas socialiste, qu'on soit de droite, républicain en France et, je dirais, dans d'autres pays, c'est qu'on arrête de laisser la voie ouverte aux ultralibéraux. Moi, je ne comprends pas le libéralisme. Le libéralisme, il faut le réguler, parce que le capitalisme n'est pas vertueux par lui-même. Il faut l'autorité publique qui redistribue, notamment par l'impôt, par une harmonisation sur l'impôt des sociétés, par exemple. Parce que s'ils déménagent en Pologne, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'impôt de société à harmoniser. Absolument. Et donc ça, c'est fondamental. C'est un combat que nous pouvons mener ensemble. Donc moi, je crois à l'Europe, parce que sortir de l'Europe, ce serait une catastrophe, et pour la France et pour l'Union européenne. Mais demain, il faut rester dans l'Europe, mais il faut redresser l'Europe et la rediriger vers une Europe qui, à nouveau, protège ses citoyens. Sortir de l'Europe et sortir de l'euro, comme le proposerait Marine Le Pen. Enfin, de toute façon, en termes strictement juridiques, sortir de l'euro, c'est sortir de l'Europe. Pour des raisons qu'on ne va pas expliquer ici, qui sont un peu longues à expliquer. Donc, la question est simple. L'Europe actuelle, elle n'est pas parfaite. Et je partage un certain nombre de choses qui ont été dites. C'est moins qu'on puisse dire. Elle n'est pas parfaite. Mais l'absence d'Europe, c'est encore pire. C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, Marine Le Pen propose aux Français l'absence d'Europe, la disparition de l'Europe. Elle dit une autre Europe. En réalité, elle veut sortir. Et si vous me permettez, moi, il y a cette très belle phrase de Raymond Aron qui résume tout le choix cornélien des Français qui, comme moi, sont des gens de bonne volonté et comme d'autres aussi sur ce plateau. C'est que dimanche, en fait, on va avoir le choix entre deux personnes qu'on ne voudrait pas. Et que disait Aron? Il disait le choix en politique, ce n'est pas entre le bien et le mal. Et M. Macron n'est pas le bien, pardon. Et Mme Le Pen n'est pas le mal, pardon. Et Aron disait, mais entre le préférable et le détestable. Et c'est ça le sujet, c'est que, eh bien, nous allons être quelques-uns à voter Macron, alors même que nous pensons qu'il a bien des défauts, ce jeune homme. Faites gaffe, parce que si vous n'êtes que quelques-uns, ça va être terrible. Il faut effectivement mobiliser. On en veut beaucoup à l'Europe, mais quand on regarde la situation de la France par rapport à la moyenne des pays de la zone euro, c'est plus de dette publique, un plus fort déficit commercial, un chômage de masse. Plus la dette publique, merci Sarkozy quand même. Entre 2007 et 2012, il a fait exploser la dette publique en France. Est-ce que ces indices ne montrent pas qu'en fait, c'est plus un problème français, mais évidemment, plus que de la zone euro en tant que telle? Évidemment, non mais on dit, un certain nombre de gens, Mme Le Pen dit, c'est à cause de l'euro, c'est à cause de l'Europe. Expliquez-moi dans ces cas-là, pourquoi d'autres pays qui sont dans l'euro et qui sont dans l'Europe n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Pourquoi nous avons un chômage de masse et pourquoi nos voisins sont sortis de la crise. C'est ça le sujet. Donc la question, il est d'abord de choix nationaux français. Les choix nationaux français ne sont pas de bons choix. Et pardon, M. Hollande, après ces 5 ans, ne nous a pas beaucoup aidés. Et M. Macron, je le rappelle, a été quand même le ministre de l'économie de M. Hollande, qu'on le veuille ou non. Allez, on termine avec notre rubrique de fact-checking. Le budget de l'Union européenne est-il en déficit? C'est ce que Bernard Monod, le monsieur économie du Front National, a dit à la radio. Vrai, faux? C'est Checkpoint, préparé par Thomas Mignon. Le budget de l'Union européenne est-il en déficit? C'est ce que Bernard Monod, stratégiste économique du Front National, a laissé entendre la semaine dernière sur France Inter. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un déficit de l'Union européenne. Depuis 25 ans, plus de 220 milliards d'euros de déficit de la balance, du déficit de l'Union européenne.
Alors le budget de l'Union européenne est-il réellement en déficit? Pour le savoir, il suffit de regarder les recettes et les dépenses de l'Union européenne, que ce soit en 2015, en 2003 et même en 1990. On le voit, le montant des dépenses ne dépasse jamais celui des recettes. Le budget est maîtrisé par l'Union et ses États membres qui l'ont adopté. Il n'y a donc pas de déficit. Mais alors, à quoi correspondent les 220 milliards cités par Bernard Monod? Eh bien, il semble qu'il fasse référence à ce qu'on appelle le RAL, le reste à liquider. C'est la différence entre les engagements pris par l'Union et ce qu'elle doit encore payer pour les honorer. Ainsi, si des fonds européens sont promis pour aider par exemple à la construction d'un pont en Slovaquie, l'Union européenne ne transférera cet argent qu'après vérification de l'avancée des travaux. Ces démarches peuvent prendre du temps, mais elles sont nécessaires et en attendant, ces fonds rentrent dans le reste à liquider. Côté chiffres, le fameux RAL était effectivement de 217 milliards d'euros en 2015, il était même de 222 milliards d'euros 2 ans plus tôt. Mais peut-on pour autant parler de déficit ? Les fonds prévus pour ces engagements ont été budgétés. On parlera donc davantage d'un retard de paiement que d'un déficit. Notons que ce n'est pas pour autant une bonne chose pour la Cour des comptes européenne. Face à cette accumulation d'impayés, il deviendra de plus en plus difficile d'un jour respecter ses engagements dans le cadre budgétaire. En tout cas, y a-t-il un déficit de l'Union européenne de plus de 220 milliards d'euros? Pas du tout, c'est faux. Donc c'est faux, vous voulez réagir, Philippe Oui, non, mais Tarabella. je veux réagir, pourquoi? Parce que c'est le spécialiste économique de Marine Le Pen qui vous raconte que que l'Union est en déficit. Or, c'est faux. Donc, vous voyez, la bande de branquignoles qui souhaitent être élus dimanche, c'est absolument ahurissant. Un spécialiste économique, ben mon Dieu, il faut qu'il retourne à ses études. Marc Tarabella, très rapidement. Je partage, laissez-moi dire un mot. Il y a 21 ans, François Mitterrand, un an avant sa mort, prononçait un discours au Parlement européen en tant que président du Conseil entrant. Il a dit, à la fin de son discours, le nationalisme, c'est la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre. Faisons attention à ne pas jouer avec la démocratie, avec le feu. Clairement, je pense que l'Europe a des défauts. Elle a beaucoup de qualités, mais elle a des défauts. Il faudra la redresser. Mais ce n'est pas avec les extrémistes qu'on y arrivera. Ils surfent sur la peur des gens pour arriver à leur fin. Sont habiles à essayer de séduire les citoyens. Mais franchement, je pense qu'il faut, avec une force démocratique, essayer de rebalancer l'Europe pour l'intérêt de ses citoyens. Et j'espère que Emmanuel Macron sera le président de la République qui pourra remettre l'Europe sur les rails. Marie-Christine Vergiat, le mot de la fin. Je pense que c'est typiquement le langage de l'extrême droite et du populisme en général, de mentir en permanence, de trafiquer les chiffres. On le voit là sur l'Union européenne. Moi, je travaille beaucoup sur les questions migratoires, ce qui expliquait ce que je disais tout à l'heure sur la question ukrainienne. Ils font exactement la même chose. Ils alimentent les peurs. Et c'est ça que je combats. Moi, militante des droits de l'homme, moi, militante antifasciste, pour moi, c'est une priorité que de battre l'extrême droite et de combattre ces idées mortifères. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois quand même d'être venus débattre et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Madi. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF.